Hop et Ça se hop, trouve, on nous et hop. entend, nous. Coucou, ça y est, vous me voyez, le son. Non, mais il y a toujours un petit truc, hein, je sais pas pourquoi, le son de Joseph et de Robin, notamment aussi, était coupé. Mais voilà, c'est l'habituel, ça Ok. régale. Ce serait pas drôle sans ça. Bon, voilà, ce que je disais, c'est qu'on se retrouve pour la quotidienne de roue libre de 19h à 20h. C'est incroyable. De 19h à 20h pour parler de cette étape complètement dingue. Comment ça, on n'entend rien? C'est bizarre de rien entendre. Si, je pense que c'est réglé, non? Ouais, ouais, c'est mieux, c'est bon. Ok. C'est Ah, mieux, nickel. Voilà. bon, on va pouvoir parler normalement de cette étape assez ouf. Il y a eu des chutes de partout pour une victoire finalement de Tim Merlier. Polo, comment vas-tu? Bah, écoute, ça va très bien. On a suivi ça en plein House of Sports, hein, avec Erwan notamment, qui avait les yeux rivés sur les chutes dantesques qu'on a vues sur les derniers kilomètres de l'étape. Beaucoup de choses à dire. Erwan, c'est les chutes qui Oui, l'intéressent. oui, clairement. Côté First Team, le cyclisme, c'est plutôt les chutes, hein, qui intéressent. Et non, c'était ouf. Il y a 1000 choses à dire, que ce soit sur le sprint, la situation des favoris, la sécurité, les chutes, etc. Ça va être une grosse émission, les gars. Ouais, et par contre, effectivement, Robin, j'ai l'impression que tu n'as pas payé l'électricité par contre, hein. Mais si, en fait là j'ai une fenêtre ici et comme j'ai pas voulu mettre trop de lumière, et si vous voulez je peux allumer une lumière mais je sais pas ce que ça va donner. Allume la lumière. Allume Ok, la la lumière. lumière. on va tenter. Allume la lumière. Avec ton maillot, c'est un homme qui a allumé la lumière, donc je pense que tu peux allumer la lumière toi aussi et ça pourrait être pas mal. Est-ce que vous êtes chaud dans le chat? Est-ce que c'est Racontez-moi un mieux peu là? comment vous avez On voit vécu mieux? un peu petit peu mieux. mieux, un petit peu mieux, hein, Et mais en vrai, Robin, ouvre un peu la fenêtre, hein, enfin, tu peux tirer un peu le rideau derrière, hein, ce sera mieux. il a une voisine qui le Allez. regarde. Voilà, c'est pas bon, c'est bizarre ce que ça fait contre-jour, mais bon, c'est pas Voilà, grave. c'est pour ça que j'avais caché, hein. Donc, Comme ça, voilà, vous savez qui je suis, c'est les mieux. gens savent qui c'est. En vrai, c'est Ouais, mieux comme ça. je pense que ça peut le faire. Comment ça va, les gars, dans le chat? Chaud comme la braise, mon ami. Tu m'étonnes. Je pensais me faire chier, mais cette étape est un tournant du tour, franchement. Les mentales, potentiellement, tu as raison. Ça peut être un tournant dans ce tour-là. Ce sera marquant parce que il s'est passé des trucs. Il y a eu beaucoup de faits de course dont on va parler. Ça devait être une étape, alors on rappelle, hein, ça devait être une étape de sprinter, arriver sur une ligne droite de 1400 mètres. Il y avait une descente juste avant les 3 derniers kilomètres. On avait un peu peur, hein, j'avoue, des chutes. Et ben, il y en a eu, ça a gamellé et ça a gamellé très fort. On va démarrer, d'ailleurs, les gars, on va parler chronologiquement en fait de cette étape parce que je pense que sinon on va pas s'en sortir. On va démarrer avec la première chute qui est celle du coup de Geraint Thomas. Voilà, on le voit à 144 km de l'arrivée. Et ce qui s'est passé, alors on n'a pas la vue d'hélicoptère, on voit pas très bien comment il chute, mais Geraint Thomas, il a l'air de chuter en touchant la roue d'un équipier. C'est au moment où il passe en dodane. Ah, ok, d'accord. Au moment où il passe en dodane, voilà. Mais t'as raison, j'ai pas vu non plus si c'est en fait Thomas qui chute lui-même en premier ou s'il est pris par la chute d'un mec devant lui. Mais c'est pas impossible que ce soit Thomas qui tombe au moment de passer le dodane. Et donc, à ce moment-là, Geraint Thomas chute. On va en parler de sa blessure. Mais tu as aussi, et ça peut avoir son importance, Robert Racing qui chute, Tony Martin qui chute mais qui se relève, mais abandon de Robert Racing, du coup, le capitaine de route de la Jumbo-Visma. Et ça a été un premier moment chaud, Paul. Attends, je vais interroger Robin du coup parce que Paul. Non, ça va. Là, attention, Il reste un fond. Ah bah tu vois, toi aussi. Tu vois, moi je démarre après, je suis sérieux. C'est ça. Ouais, moi j'ai émission après, donc c'est maintenant, j'ai pas le choix. Nous, on parle sérieusement, mais nous sommes. Ah là, t'as pas d'émission là? Ouais, non, c'est vrai que là j'ai émission aussi. On est une émission de bon vivant. Le but, c'est pas d'en boire 12, mais si on en boit une, ça ira. Je pense qu'il n'y aura pas de problème. C'est autorisé après l'effort. Ouais, c'est autorisé effectivement après l'effort pour la récupération. C'est toujours bon pour la tête, Polo. Cette chute déjà de Geraint Thomas, ça a été l'acte 1 de cette étape un peu dingue. Un acte 1 qui nous rappelle les mauvaises heures, les heures sombres, hein, de Geraint Thomas sur les grands tours, et notamment sur le Tour de France, ou même des souvenirs aussi du Giro. Hein. On se souvient de ce bidon qu'il fait chuter. C'était l'année dernière? C'est l'année dernière, Robin, c'est l'année si je dis dernière. pas de bêtises. Ouais. Donc voilà, c'est à l'image d'un Richie Porte, c'est aussi quelqu'un qui a eu beaucoup de déconvenues et de malchance sur les tours.
dans ces routes bretonnes un peu chaotiques. On savait qu'il allait y avoir des chutes. On en parlera du pourquoi et du comment. Pourquoi. Par contre, on est triste de voir l'un des favoris à terre des débuts de l'étape, pardon, avec une épaule disloquée, quoi. C'est pas rien quand même. Ça va être, même s'il va C'est ça. continuer, même s'il a bien fini l'étape, c'est quand même difficile de l'imaginer continuer à avoir des ambitions. Alors après, je suis pas Après, c'est médecin. pas lui qui a pris le plus cher, hein, honnêtement. Oui, c'est pas lui qui a pris le plus cher, mais bon, J'ai cru que c'était pire que ça quand je l'ai vu assis pendant de longues minutes, ne pas repartir. Enfin, de longues minutes, pas tant que ça, mais un bon moment, je me suis dit, c'est une fin de tour. Et finalement, bon, c'est le sondage que tu viens de mettre. Il y en a 53% là, des gens qui nous regardent qui disent oui, le tour est fini pour Thomas, mais je pense que malgré tout, il s'en sort pas trop mal. Ouais, clairement. Alors du coup, pour dire un peu ce qu'il en est médicalement parlant, il s'est luxé l'épaule. L'épaule a été remise immédiatement donc par le staff médical du Tour de France. Et d'ailleurs, il s'était déjà luxé l'épaule en décembre dernier pendant sa préparation hivernale. Il avait repris l'entraînement le lendemain. Le problème, c'est que les dislocations d'épaule, enfin les luxations d'épaule, ça peut ne pas être forcément grave, mais en fonction après de comment elle s'est disloquée, les ligaments peuvent être touchés. Donc ce soir, Geraint Thomas va passer des examens. Thomas Voeckler expliquait d'ailleurs que désormais, il y a carrément un camion de radiographie qui suit le peloton et le Tour de France pour éviter aux coureurs d'aller dans les centres hospitaliers, de perdre du temps, etc. Donc là, ça va être assez rapide à mon avis pour avoir le diagnostic final et ligamentaire pour Geraint Thomas, parce qu'on sait que tenir un vélo pour l'épaule, avec l'épaule, c'est très important. Robin, tu avais quelques stats quand même pour savoir si Geraint Thomas qui chute, est-ce que c'est habituel, ou est-ce que c'est de la malchance, ou est-ce qu'il a un vrai problème? On se rappelle du Tour de Romandie notamment, où en fait il a lâché son vélo, Ouais. il a perdu à l'étape. Thion, Là, il 2000, ouais. pleuvait un peu plus, mais bon. Ouais, bah, c'est sûr que sur les grands tours, il y a un petit truc de malédiction, quoi. Il y a quelqu'un dans le chat qui disait Geraint Thomas le maudit, et c'est vrai qu'à certains moments, ça fait un peu ça. Quand tu vois que sur le tour, en 2015, par exemple, il y a une défaillance sur la 20e étape où il perd 22 minutes alors qu'il est encore très bien classé. L'année suivante, en 2016, il chute sur la première étape. Sur le tour 2017, il abandonne aussi sur chute à la 9e étape. Et ça, c'est que le Tour de France. Si tu prends le Giro, il y a la chute dont tu as parlé, Polo, l'année dernière sur la 3e étape avec ce bidon, et plus tard Thomas abandonne. Et sur le Giro 2017, c'est pareil, il y a une chute sur la 9e étape au Blocos, on se rappelle, avec une moto qui avait fait chuter des coureurs, dont Thomas et Landa aussi, avant la montée du Blocos, et il abandonne 4 jours plus tard, Geraint Thomas. Ouais. Donc si tu cumules tous ces trucs-là, bon, on peut dire que la défaillance sur le Tour 2015, c'est de sa faute. Mais le reste, tu as un bidon qui se pointe devant ta roue, tu as une moto qui est posée là, des trucs comme ça, c'est difficile quand même à anticiper, difficile à éviter, et il y a une part de malchance là-dedans, forcément. Après, aujourd'hui, est-ce que c'est différent ou pas? Est-ce qu'il a été maladroit au moment de passer ce Dodan? Est-ce que c'est de sa faute ou pas? Ça, on le saura sûrement un peu plus tard, si Geraint Thomas explique un peu plus précisément comment il est tombé. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au global, Après, tu te s'il a dis, fait une erreur, pas sûr qu'il explique bien. oui, après, s'il est tombé tout seul, il va le dire quand même. Et s'il est tombé tout seul, bon, c'est que c'est une erreur. Mais c'est vrai que heureusement qu'il a cette victoire dans le Tour 2018 et une deuxième place en 2019 pour que tu te dises, OK, ce mec-là n'a pas que la poisse, parce que sinon, ça fait beaucoup, hein. Tu penses, Polo, qu'il est maladroit aussi? Jackie Euh, Durand, c'est ce qu'il disait pendant le live, qu'il est relativement. Qu'il peut avoir une certaine maladresse, un bah, peu comme Primoz Roglic. un peu, ouais, parce qu'au final, quand ça retombe souvent sur les mêmes, c'est que c'est plus une question de malchance ou de circonstances ou quoi que ce soit. Là, Geraint Thomas, j'avais commencé à en parler, Robin a très bien complété mon propos. Ça commence à faire beaucoup. Bon, évidemment, il y en a qui sont pas de son fait, hein, mais le problème, c'est qu'il est souvent dans les mauvais coups. Et de toute façon, je pense qu'on va en parler un peu plus tard dans Oui, l'émission exactement. tout à l'heure, mais c'est aussi pour ça que les leaders, et notamment les équipes de leaders, essayent de placer au mieux leurs coureurs sur chaque étape, sur chaque moment un peu tendu, et c'est pour ça que ça induit du stress, parce que Quand des tu vois, leaders Polo, comme Roglic, comme Thomas, et ben c'est des mecs qui, comme Porte, hein, on peut aussi le citer, c'est des mecs qui chutent, c'est des mecs à qui ça arrive souvent. et c'est ça, tu vois, sur le début de ce tour, quand même, on va dire qu'on avait 4 favoris, disons 5 avec Richie Porte. Les 3 qui sont tombés, et de manière quand même assez sévère, c'est Porte, Thomas et Roglic, qu'on a tendance à présenter un peu comme les poissards et les mecs qui tombent beaucoup, contrairement à Pogacar et Carapaz. Donc, c'est vrai que la question mérite de se poser. Après, quand tu vois des mecs qui tombent très régulièrement, et très souvent en plus sur les grands événements, est-ce que c'est juste de la malchance?
ou est-ce qu'à un moment, il y a autre chose? Après, quand tu vois la chute à cause de la pancarte, bon, alors Roglic n'a pas été trop impliqué dans celle-là, mais quand Tony Martin chute à cause de la pancarte là, sur la première étape, il n'y a vraiment rien à faire. C'est vraiment pas de ta faute. Donc voilà, Roglic aussi aujourd'hui, il touche une roue devant lui. Bah là, c'est un petit peu différent. C'est un peu plus de sa faute. Je veux dire, c'est parce que dans le peloton, voilà, il fait une erreur de trajectoire à un moment. Alors bien sûr que c'est très compliqué d'être concentré pendant 140 bornes, même plus aujourd'hui, 180 et quelques, et de pas toucher une seule fois la roue du mec devant toi. Mais c'est ça aussi le vélo, quoi. Exactement. Donc, comme je le disais, on a la chute de Geraint Thomas. On a aussi à ce moment-là la chute et l'abandon de Robert Gesink. Tony Martin chute, mais se relève. Mais pour la Jumbo-Visma, c'est le début de la catastrophe parce qu'on va surtout ensuite avoir la chute de Primoz Roglic. Et on voit Sonny Colbrelli qui lève la main. Mais là aussi, Primoz Roglic semble toucher une roue et aller à la chute un peu tout seul, même si on n'a pas la vue hélicoptère, donc on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. On n'a pas le bon angle, donc pas la bonne VAR. Mais là, deuxième sursaut, Paul, la chute d'un des deux grands favoris du Tour. Et c'est pas si souvent que ça arrive qu'un des deux grands favoris tombe dès le début du Tour, quoi. Ouais, bah encore une fois, comme on l'a dit avec Robin, ça dépend lesquels quand même. Mais là, ce qui est compliqué avec cette chute de Roglic, c'est que moi, je suis comme vous, et en plus, j'étais en pleine émission pendant que c'est arrivé. On voit pas. Moi, ce que je vois, c'est Roglic par terre, c'est Colbrelli qui lève le bras. Est-ce que Roglic a Il aurait tapé la tapé route? Colbrelli d'après. Voilà, c'est ça. Du coup, quand on voit le faciès et les réactions corporelles des gars, bah, t'as l'impression que c'est Roglic qui vient taper Colbrelli, mais on n'a pas tous les détails. Donc, je sais pas. Ce qui est couillon, c'est que Roglic, qui lui, pour le coup aussi, comme Geraint Thomas, est assez coutumier de ce genre de malchance, et bah, ça lui tombe dessus aussi. Et quand on voit Geraint Thomas tomber et puis Roglic tomber, on commence à penser en conséquence et à la suite, notamment pour Pogacar. Et on commence à se dire que finalement, ce Tour de France risque d'être moins excitant que ce qu'on pensait au départ. Peut-être pas, Bolo, peut-être pas, justement. Peut-être pas. Ouais, on rappelle le fait d'avoir un Roglic qui perd plus d'une minute aujourd'hui, ça peut c'est ce que j'allais dire. le forcer à bouger, quoi. Ouais, Pogacar sur la bordure l'année dernière perd 1 minute 20 aussi, exactement en même Voilà. temps. Donc pourquoi pas, en espérant que ce soit pas trop grave, parce qu'il était quand même bien amoché en passant une d'arrivée. Pour l'instant, on n'a pas plus d'infos. Ah, effectivement, ça peut être problématique. Et Après, il a quand même réussi à rouler. Hein. Ouais, il était tiré par des coéquipiers, mais il a fait son petit chrono de 8 km. Quoi. On voit sur l'image quand même qu'il est quand même bien amoché. Donc il va avoir des plaies au niveau de l'épaule et au niveau de la cuisse. À voir à quel point ces plaies vont notamment l'empêcher de dormir ou les contusions niveau de l'épaule peuvent être un problème ça va être chiant. Pour Primoz Roglic. En tout cas, on a senti une tension et un affolement aussi du côté de la Jumbo. Et forcément, parce que ça a été une catastrophe. On a même vu Van Aert être conservé pour la protection de Primoz Roglic, ne pas du tout préparer le sprint. Donc on imagine à quel point ils étaient sur les dents pour protéger Primoz Roglic. Voilà. 4 km de l'arrivée, chute de démarre. Donc, moi, c'est ça vraiment que j'ai vu. Mais surtout, on annonce une chute de Pogacar. De quoi? But de l'Espagne. But de l'Espagne qui reprennent l'avantage dans ce match. Ah, okay. Excellent. Si nos rouleurs voulaient tout savoir. Ils veulent tout savoir. Mais moi, on annonce chute de Pogacar, mais Pogacar n'est pas tombé. Il a été ralenti de la même manière que David. Je crois qu'il est passé sur un mec. Hein. Il y avait un gars allongé en souffrance et il lui a roulé dessus, hein, vraiment, sur la chaussure. Ah bah écoute, il n'y a pas de mauvais mots. Tout est permis. Hein. Tout est permis. Mais du coup, il a perdu du temps et on sentait une tension, Robin, dans cette fin d'étape qui était complètement folle. Ouais, c'était très tendu. Il y avait un final sinueux. Après, les coureurs étaient au courant. En plus, tu es dans le premier sprint du Tour, puisque depuis 2 jours, les sprinteurs ils sont un peu sur les dents. À part un ou deux, genre Matthews ou Colbrelli, qui avaient des chances sur ces premières étapes, les Démar, les Ewan, même Sagan, en vérité, c'était là leur première chance d'en claquer une. Donc, évidemment, tu avais beaucoup de tension sur cette étape. Et on l'a vu ensuite, d'ailleurs, dans le sprint avec Ewan et Sagan. Et je pense que tout ça mélangé, ça a fait un cocktail assez explosif. Et forcément, il y allait avoir des chutes. La guerre, ensuite, c'était d'être le mieux placé pour les éviter. Et il y a des coureurs qui ont réussi à les éviter. Donc,
il y avait un débat à avoir sur notamment une décla qu'a sorti Tim Declercq où il dit on avait demandé ce matin, les coureurs ont demandé ce matin à ce que les temps soient arrêtés au kilomètre 8, alors que normalement c'est arrêté sur une étape de plaine à 3 km de l'arrivée, ce qui aurait permis aux favoris du classement général de se relever plus tôt et de ne pas prendre de risques dans ce final. Sauf que la vérité, c'est que ça fait partie du vélo, selon moi, que d'être capable de tenir sur ton vélo et d'être bien placé dans ces finales un peu tortueux et compliquées. Carapaz l'a fait, Alaphilippe l'a fait, selon qu'on le mette ou non dans les favoris ou dans les outsiders de ce Tour de France. Donc c'est que c'était possible. Et les autres n'avaient qu'à faire aussi bien. Geraint Thomas ne perd que 26 secondes, Tadej Pogacar pareil. Donc voilà, Roglic, il a peut-être été malchanceux, c'est pas le seul. Mais en tout cas, ça vaut pas un changement de règle pour Monsieur Roglic ou pour Monsieur Pogacar parce qu'ils ont perdu 30 secondes ou une minute dans un fin de l'étape. Non, moi je suis d'accord avec ça. Et du coup, c'est un peu le gros débat du jour, enfin le deuxième après la question de Roglic sur lequel on se posera tout à l'heure. C'est en gros qui est fautif de toutes ces chutes-là? Est-ce que c'est l'organisation qui propose un final tortueux dans des rues tortueuses, sur des faux plats descendants, voire des descentes, qui propose pareil, une arrivée en faux plat descendant avec un virage à 150 mètres de la ligne. On se souvient quand même que ça avait quand même déjà fait beaucoup débat, notamment autour de Pologne. Ou est-ce que c'est aussi de la faute de ce Tour de France toujours plus professionnel entre guillemets, avec en plus maintenant des équipes de sprinters, des équipes favorites du Tour, comme les Jumbo, comme UAE, comme Ineos, qui veulent se bagarrer aussi avec les trains de sprinters pour avoir les meilleures places sur le peloton. Ça fait trop de personnes. Ça fait trop de personnes pour se bagarrer. Là où je rejoins Madio dans sa décla fleuve de tout à l'heure, dans lequel il y a du bon et du moins bon à prendre, c'est qu'il y a aussi le rôle des oreillettes, avec des gens qui sont constamment l'oreille collée et le micro déconcentré un peu, tu veux dire. déconcentré, voilà, le problème de déconcentration. C'est très dur d'évaluer à qui la faute aujourd'hui sur toutes ces chutes, mais il y a une responsabilité aussi des coureurs et des directeurs sportifs. Ça peut pas être que l'organisation, même si le tracé est très 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 mal dessiné. Encore une fois, ça aussi. Ouais. Donc, quand tu as la totalité de ces éléments, tu peux aussi juger, Paul, qu'un tracé tortueux et sinueux, ça fait partie du Tour. Ça veut dire que sinon, tu fais plus que des étapes sur des autoroutes parce que tu veux éviter les chutes. Donc moi je trouve ça un peu, en fait, je comprends pas où est le débat, parce que pour moi c'est juste de la malchance. Voilà, il y a des chutes. Pourquoi il y a des chutes? Parce qu'il y a des mecs qui ont touché les roues des mecs de devant, quoi. C'est juste pas plus compliqué que ça. Ça peut arriver, on l'a vu à 7 km de l'arrivée comme à 150, on l'a vu avec Geraint Thomas. Et finalement, le kilométrage là-dedans, évidemment, qui joue que dans le final de l'étape, c'est toujours plus nerveux, mais les mecs sont aussi beaucoup plus concentrés. Il y a Joyeux du Nil qui me dit ok Robin, et quand il y aura un mort? Je trouve ça un peu extrême. Et c'est ce qu'a dit Marc Madio à l'arrivée. Hein. Oui, mais comment tu gères ça sur un parcours de 160 bornes et on a déjà vu des coureurs qui sont malheureusement morts en course ou qui ont eu des accidents très graves comme Fabio Jacobsen. Et Fabio Jacobsen, c'était pas à cause de ça. Et des mecs qui sont malheureusement décédés en course comme Antoine Demoitier ou Björg Lambrecht, c'était pas non plus à cause de ça. C'était des chutes qui malheureusement sont intervenues au mauvais moment, au mauvais endroit, où il y avait une moto derrière, où il y avait des circonstances qui malheureusement ont fait que ça a été dramatique. Mais je crois pas que c'est parce que le peloton est nerveux dans les 10 derniers kilomètres du premier sprint du Tour de France que ça fait des morts sur le Tour. D'ailleurs, la chute qui est intervenue à 4-5 km qui comprend Arnaud Démare, c'est pas la plus sérieuse du jour, j'ai l'impression. Alors ça a été impressionnant, il y a un mec qui a fait un petit soleil dans le talus. Quand même Jack Haig qui oui, c'est vrai que Jack Haig était pas mal. Jack Haig était mal en point. Mais j'ai été plus impressionné par la chute qu'il y a eu avant-hier ou par même la chute de Primoz Roglic qui, elle, était OK à 8 km de l'arrivée, mais c'était un peu moins du coup dans le final. Non, mais par contre, je suis d'accord que toutes les chutes ne sont pas dues au parcours. Après, je ne vois pas l'intérêt sportif réel de mettre une descente entre 10 et 3 km de l'arrivée. Tous les coureurs l'ont dit, ça va tomber. Et au final, c'est tombé. C'est sûr et certain. Donc on peut aussi écouter les coureurs et faire en sorte, par exemple, pour mettre moins de tension et en fait aussi avoir un beau sprint, tout simplement. Être sûr d'avoir un beau sprint. Là, au final,
tu as des chutes énormes, des coureurs qui partent. Ouais, mais ça a été aussi pensé, Joseph, pour que les équipes de sprinters aient un peu plus de mal à se mettre en place et avoir un sprint un peu plus c'est mal décousu. pensé. Bah oui, ça peut être pensé comme ça, mais ça a été mal pensé finalement. Non, mais Parce le que problème, tous les coureurs au départ te disent, en fait, faut se placer devant parce que ça va tomber. Donc en fait, ça a l'effet complètement inverse. Et donc ça devient débile. Et au final, tu as même une arrivée qui est 1,4 km qui est censée être une ligne droite totale. Après, sur le roadbook, c'est montré. Mais ça, par contre, la ligne droite, elle est quasi totale. C'est un peu tortueux. Mais par exemple, la chute, d'ailleurs, je vais la mettre, la chute de Caleb Ewan, elle n'est pas due au parcours. On parle d'un virage. Marc Madiot, il parle d'un virage. Désolé, c'est pas un virage. Enfin, il y a largement la place pour que les Oui, deux mais se non. placent. Il est en Elle est descente. due au fait que Ewan et Sagan ils frottent comme des malades à 500 mètres de la ligne. Et C'est Ewan ça. touche la roue devant lui. Mais ça va trop vite en fait. C'est à 2% en descente, c'est énorme. Tu peux pas faire d'arrivée comme ça. Si en plus t'as pas le visuel sur la ligne d'arrivée, c'est compliqué. Évidemment que le Si. virage, c'est Ah, pas, non, mais c'est pas une Ewan, épingle. honnêtement, C'est pas une épingle. Ewan Mais, et Sagan ils se mettent des bons trucs dans la gueule ah, pendant mais un bien sûr. kilomètre. Ah bah oui, mais Sagan, il prend la place, Anthony Ewan Gélin, il veut absolument la reprendre et Anthony Ewan est Gélin, il a dit dangereux. que Sagan a été absolument honteux sur l'arrivée. Bah, Parce Ewan, qu'il a il est mis des pas. coups d'épaule de partout. Ouais, Non, avant, alors il en met. Avant, il en met Sagan met un un coup peu. d'épaule, Avant. mais juste derrière, quand Sagan se replace troisième, juste derrière, Ewan, il veut reprendre sa place, il lui met la même, il lui met limite une queue de poisson, il passe devant lui et il se remet dans la roue de Merlier. Honnêtement, c'est tout aussi dangereux. Et Sagan a de la chance à ce moment-là de ne pas tomber. Ensuite, Ewan, il fait tellement. Alors, n'importe quoi, c'est sévère, mais il veut tellement absolument se placer dans la roue de Merlier qu'il va trop près, il touche sa roue. Pour moi, c'est Ewan qui fait une connerie sur ce coup-là, parce que Ah oui, je suis des d'accord. coureurs qui Mais moi, frottent, je on suis l'a déjà vu. d'accord En avec plus, toi. Sagan, il frotte, mais il frotte, j'ai envie de dire proprement, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde dans ce sprint. Il y a de la place. Non, c'est pas propre. Face Non, à, non, face c'est à, pas propre. face à Ewan, c'est propre. Moi, je trouve que Moi, je Sagan trouve n'a que c'est rien à se propre. reprocher. Mais avant, c'est vrai qu'avant, il se fait sa place à coup d'épaule. Mais après, ça, c'est un sprint. Au bout d'un moment, on ne peut pas tout checker. Moi, Mais je en fait, trouve moi, que j'ai. On est 1, 2, 3, au bout moi, d'un je te moment, ça trouve, va tomber. moi, je suis un peu placé entre vous deux dans le sens où, D'ailleurs, c'est le cas au visuel. Robin, je te trouve un peu extrême, mais Joseph, je le trouve un peu aussi béni oui sur la question. En fait, la question, c'est comment tu fais. Parce que, Comment tu fais à partir du moment où parce c'est qu'en du fait, vélo, ce qu'on nommait en fait dans cette arrivée-là, c'est que le vrai problème pour moi, il vient des équipes de leaders qui sont au fait de ces chutes, qui ont peur de ces chutes, qui les redoutent et qui font le maximum pour essayer de replacer leurs leaders, qui sont peut-être des gens moins habiles. Moins habiles sur le vélo. Ouais, mais c'est des choses qu'on voyait peut-être pas, Tu peux qu'on pas n'a pas toujours vues. Je suis d'accord, Polo. impossible. Et dans le chat, il y a quelqu'un qui dit est-ce que c'est un hasard que les mecs qui passent bien, ce soit Alaphilippe, Van Der Poel, Merlier, les mecs qui sont agiles sur leur vélo? Non, c'est pas un hasard que ce soit ces mecs-là qui passent. Ils font des trucs de fou. Regarde Alaphilippe, il passe par l'herbe. S'il y a un spectateur à cet endroit-là, il fait quoi? Parce qu'il passe par l'herbe, parce que Roglic se décale et avec la vitesse, il peut pas faire autrement. Ils font des trucs de fou. Les leaders au classement général, et c'est pas aujourd'hui qu'on va nous dire le contraire, c'est des gens quand même moins à l'aise sur un vélo, moins habitués à frotter autant et à cette vitesse comme peuvent l'être les équipes de sprinters, leur train et les sprinters eux-mêmes. Ça fait trop de monde. Si tu rajoutes à ça aussi le problème des oreillettes, et là pour le coup, comme disais tout à l'heure, je suis d'accord avec Marc Madiot, et ben voilà, ça fait que on perd en concentration. Et au bout d'un moment, il n'y a plus assez de place pour tout le monde. Pour moi, le vrai problème, au-delà du parcours, le vrai problème, c'est ça. Le parcours était très mal senti pour une première étape. Par contre, les oreillettes, on est d'accord. Pour une première étape au sprint, etc. Peut-être que tu peux enlever la descente, Polo. Je vous rejoins sur ce truc-là. Peut-être que sur un premier sprint du Tour, c'est un peu naïf d'avoir mis ce final. Mais la chute de Roglic à 8 bornes de l'arrivée, tu fais comment pour l'éviter celle-là? Ah, mais bien sûr, mais là, je pense qu'on ne parle pas de la chute de Roglic. Mais pareil, celle de Thomas, c'est à 140 bornes. Mais c'est exactement ça. Pour moi, c'est pas le parcours. C'est l'accumulation qui nous dit. Oui, ça fait c'est sûr que l'organisateur. C'est pas de chance, quoi. C'est sûr que l'organisateur. Mais l'organisateur, Christian Prudhomme, ça fait 10 ans qu'il se bat pour la fin de l'oreillette. Ça fait 10 ans que les équipes lui disent bah non, nous, on veut garder l'oreillette. Donc, il faut qu'ils arrêtent un peu. Marc Madiot, je veux bien qu'il soit. Je pense que Marc Madiot, surtout, il a toujours démonté à SO quand il y avait raison, pas pour rien. Mais Marc Madiot, il envoie surtout, à mon avis, un message aux autres directeurs sportifs pour dire pour les oreillettes. Et c'est le problème numéro 1 dans cette étape-là. Le parcours, je suis désolé, sur les 3 premières chutes, tu peux mettre quoi à part effectivement mettre une autoroute, tu n'auras pas de problème. La chute de l'arrivée d'Ewan, il peut y avoir la descente qui est problématique. Pour moi, la seule qui est problématique, à la limite, c'est celle où il y a Desmar et Egg.
Voilà. Celle où il y a Egg et Démarre, à la limite, c'est la seule qui est. Voilà. Bien sûr, mais c'est de celle-là dont on ils parle. ont un peu abusé sur le parcours. Mais ça représente qu'une chute. Ça représente un abandon pour l'instant. Peut-être qu'il y en aura d'autres plus tard, mais j'ai pas l'impression que les autres étaient très très touchés. Donc ça représente un abandon. Tu peux dire, ok, s'il y a un abandon sur une étape, une chute, un abandon, bon, bah, c'est dommage, mais voilà, c'est pas dramatique pour la suite du Tour de France. Et c'est pas non plus une honte absolue de la part de l'organisation. Franchement, je vois pas comment tu peux régler ces problèmes de chute autrement qu'en mettant des étapes où il n'y a aucune difficulté, où tu as des routes très droites. T'en auras quand même, parce que Et donc ça, en fait, c'est pour ça que dans le chat, ceux qui disent il y a 3 chutes dans le final, dont deux chutes sévères. Il faut analyser les chutes les unes après les autres, je pense. Ça me fait pas plaisir d'avoir des chutes, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ça? Il n'y a pas de solution miracle. Voilà. Dans le chat, j'ai mis un sondage dans le chat pour l'instant. Bon, c'est encore très serré. C'est les équipes des leaders qui sont les plus responsables selon eux. Mais oui, mais pourquoi tu vas les mettre responsables? Eux, ils ont un général à aller jouer, c'est pas de leur faute. Ouais, mais je veux dire que par rapport on demandait à ce que le temps soit compté à 8 km de l'arrivée et non pas à 3, et on leur a refusé. Par exemple, ils sont marrants aussi, on ne fait pas l'étape aussi. Non, mais voilà, ça, je trouve que c'est un faux débat aussi, pareil. C'est comme les trucs sur la météo et tout. Donc en fait, on pronostique les chutes, mais personne ne fait. Du coup, on dit qu'on arrête la course à 8 km. Dans ce cas-là, on n'a qu'à faire la ligne d'arrivée à 8 km. Tu vois, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais attendez, vous savez qu'on a vu, quand on a pronostiqué potentiellement pour la victoire d'étape, il y avait au moins 10 mecs qui pouvaient gagner. Si tu n'as pas les équipes de sprinters, tu auras quand même 10 équipes qui vont se placer. Donc potentiellement, si le parcours est problématique, tu aurais quand même eu de la chute. Donc les leaders, ils auraient fait quoi au bout de 3 km? Ils frottent pas et leurs leaders sont handicapés par une chute de sprinter. Moi, je pense qu'il y a de la place toujours pour le même nombre de personnes et que ça aurait été plein même avec que des équipes de sprinters. Et donc, c'est pas le parcours. Ouais, mais ils leur demandent d'être que le temps soit retenu à 8 km de l'arrivée. Elle est pour le coup pas si bête. Elle est pas si bête. Les équipes de sprinters ont beaucoup plus l'habitude de frotter, c'est leur métier en fait, de frotter, de se placer, de rouler vite, de rouler très vite même. La preuve, c'est que Ineos ne peut pas le faire. UAE n'a jamais eu cette situation à gérer. Et je te parle même pas de la Jumbo qui elle, ne fait que chuter plus ou moins de leur faute depuis le début de ce Tour de France. Tu regardes dans le chat, il y a Marc Carnaval qui dit on prend les temps à 8 km et puis chute avant les 8 km, on fait quoi? C'est vrai que c'est une bonne question. C'est que même si tu dis on arrête les temps à 8 bornes. Non, mais les 8 km, c'est quand il y a le début de la descente. Hein. Et c'est quand vraiment même si tu mets cette règle-là, Joseph, les équipes de leaders vont se mettre à rouler comme des chiffonniers pour passer la ligne fictive des 8 km avec leur leader super bien placé. Et les équipes de sprinters à 8 km, alors c'est pas comme à 3 bornes, on est d'accord, mais ils sont quand même déjà en train de s'organiser. Donc tu as quand même déjà du monde en tête de peloton, et ça aurait aussi été un bazar pas possible, parce que tu aurais eu les Jumbo-Visma qui voulaient replacer Roglic, l'Ineos pour Carapaz et Thomas, pardon. Et en fait, voilà, tu décales le problème, mais ça aurait fait un sprint entre équipes de favoris à 8 km. Ouais, mais sur un parcours qui est plus à même d'accepter ça. Qui techniquement est moins difficile. Bah oui, mais c'est pour ça qu'ils disent. Mais ça n'empêche pas les chutes. Ça n'empêche pas les chutes. À partir du moment où ça frotte, on l'a vu toute l'étape aujourd'hui. Mais ça aurait moins frotté. On l'a vu avant-hier. Ça aurait frotté pareil. Qui était plus à même pour frotter. Regarde en 2019, oui. Non, l'arrivée à Nice, c'était en 2020, pardon. Thibaut Pinot, pourquoi il chute à Nice? Il chute parce que après le passage je sais plus où était la ligne, c'était à 1 km ou à 3 km, ça met des grands coups de frein dans le peloton et c'est ça qui provoque la chute du peloton. C'est un mec dans le chat qui le disait exactement. Tu décales, en fait, pour moi, tu décales le problème, quel que soit le parcours, quel que soit le truc. Et puis au final, t'enlèves aussi l'aspect sportif de tout ça, parce que si on veut pousser un peu le vice, on va dire que voilà, c'est les meilleurs sont ceux qui restent sur le vélo. Alors c'est dur à entendre parce que c'est un sport extrêmement dangereux, mais voilà, c'est aussi la vérité de cette journée. Il faut avoir ça en tête. Attends, excuse-moi, je finis juste ça. Il faut avoir ça en tête sans omettre des erreurs sur le tracé de l'étape et sans omettre les responsabilités des différentes chutes, notamment de la dernière à 4 km de l'arrivée quand on voit Arnaud Démarre au sol et Jack Egg. Du stress, des gens qui frottent alors qu'ils n'ont pas besoin de frotter.
et des oreillettes qui déconcentrent les coureurs sur toute l'étape en entier. Parce que ça, pour le coup, les oreillettes, c'est quelque chose que tu peux appliquer sur beaucoup de chutes et pas seulement sur les chutes à l'arrivée quand ça frotte. Robin. Il y a Ardonal qui dit est-ce qu'il ne faut pas réduire les équipes? Ça a déjà été fait quand même. On est passé de 9 coureurs à 8 sur le Tour de France. Donc il y a des trucs qui sont faits, il y a des mesures qui ont été prises et la mesure de la réduction des équipes, c'est en grande partie pour réduire les chutes. Donc disons que je pense que l'organisation est au courant de ça. Alors on peut dire qu'aujourd'hui ils ont fait une erreur avec cette descente, c'est pas impossible. C'est pas parce qu'ils sont au courant qu'ils feront pas d'erreur, mais je pense qu'ils bossent dans ce sens-là. Et comme dit Polo, les oreillettes, ça reste quelque chose que les équipes veulent garder. Ils sont très réfractaires au fait de les enlever. Même les coureurs sont plutôt réfractaires pour la plupart et veulent les garder. Donc malheureusement, tu es dans un système qui n'a pas vraiment de solution miracle pour éviter les chutes. Alors peut-être que l'accumulation va faire dire aux équipes peut-être qu'il faut qu'on accepte de faire une croix sur les oreillettes, peut-être qu'il y aura, je sais pas, plus de communication oreillettes dans les 20 derniers bornes. Comme il n'y a pas droit de ravitailler. Voilà, ce qui est sûr, c'est que tu peux mettre des choses en place pour réduire les chutes, mais de toute façon, peu importe ce que tu mets en place, tu les réduiras jamais complètement, tu annihileras jamais le risque, parce que tu as toujours 150 mecs, voire 200 sur un vélo, qui veulent aller gagner une étape, et ceux qui veulent pas gagner, ils ont un rôle à jouer pour un leader qui veut soit gagner l'étape, soit se placer au général. Donc tu auras toujours de la bagarre, et les mecs sont tellement de plus en plus habitués à jouer des courses pour 10 secondes, où tu gagnes ou tu perds un tour pour moins d'une minute, voire tu gagnes un maillot vert pour 3 points, que forcément ça va continuer à se bastonner comme ça pour 2 mètres de plus dans un final d'étape, c'est sûr et certain. Non, en tout cas, voilà, ça relance un peu le débat, et notamment sur les oreillettes, parce qu'on a bien senti dans ce que disait Marc Madiot que ça peut être le thème principal. Et on sait que du côté de l'ECI, ça en discute assez sérieusement pour les enlever, mais ça se confronte aussi aux directeurs sportifs qui veulent garder la main sur les stratégies d'équipe, notamment Marc Soler en sait quelque chose, malheureusement. Bon, après cette chute de Caleb Ewan, il y a eu quand même cette victoire de Tim Merlier, et sur laquelle il y a plusieurs choses à dire. Du coup, Tim Merlier qui gagne devant son propre équipier Jasper Philipsen et devant Nasser Bouhanni. C'était assez dingue ce qui s'est passé. Tim Merlier, déjà les gars, est-ce que vous l'imaginiez bon, il est en forme, c'est pas non plus une folie de devoir gagner, mais il est passé entre les gouttes, et ça, c'est signe d'un homme en forme. Ouais, c'est signe d'un homme en forme, très bien emmené, là aussi, très bien placé. Ça, c'est un signe de coureurs qui ont fait ça toute l'année, qui ont bossé là-dessus. Dillier, Van Der Poel ont fait un taf parfait pour les placer. Philipsen a fait un travail parfait pour l'emmener. Voilà, c'est aussi le jeu de tout ce qu'on a expliqué, c'est que quand tu es devant, t'évites les chutes. Et c'est exactement ce qui s'est passé chez Alpecin. Après, il profite aussi de la chute d'Ewan et Sagan, qui étaient pour moi leurs concurrents les plus dangereux et qui en plus gênent les concurrents derrière. Donc voilà, c'est une très belle étape, mais ils la doivent à personne. Ils sont allés la chercher comme des grands. Je la vois vraiment plus comme une victoire collective du team Alpecin Phoenix. Gros travail de Van Der Je me Poel. demandais qui allait sprinter, mais on a rapidement vu Philipsen bosser pour Merlier. Peut-être que ce ne sera pas le cas les jours suivants. En tout cas, ils n'ont rien volé à personne et c'est une victoire magnifique. But de l'Espagne. Ok. Oh. 3-1. Surtout, moi, je trouve que cette équipe Alpecin Phoenix, on savait qu'ils avaient Mathieu Van Der Poel. On connaissait aussi Tim Merlier et Jasper Philipsen, mais tu as l'impression qu'ils courent comme une équipe expérimentée sur le Tour, alors que c'est leur premier tour. Van Der Poel, il n'est jamais venu sur le Tour, Merlier non plus. Philipsen, faudrait vérifier, il était peut-être là l'année dernière, mais c'est aussi un très jeune coureur. Donc, c'est leur premier tour. Leurs leaders font leur premier tour. Et ils courent comme des patrons, j'ai envie de dire. Ils ont pris en main ce sprint. Alors oui, il y avait eu des chutes, il y avait des équipes qui étaient désorganisées, tout ce qu'on veut, mais tu as quand même le maillot jaune qui allait te faire le boulot pour emmener les coéquipiers derrière. Donc moi, j'ai trouvé ça assez impressionnant, et de manière générale, cette équipe Alpecin Phoenix, je la trouve très très au point, qui n'a pas peur de prendre ses responsabilités surtout. Et voilà, une équipe invitée sur le Tour qui gagne 2 étapes, c'est pas commun. Donc bravo à eux. Et 3e place pour Nasser, Polo. Ouais, 3 passe pour Nasser qui, pareil, est passé entre les gouttes. Il fait un beau sprint. Il est dans la roue d'Ewan et Sagan. Il a eu très peur. J'ai vu sa déclaration. Il a eu très peur de chuter. Il a dit qu'il s'y voyait déjà. Je pense que ça va quand même lui donner de bons espoirs de le voir qui se voit en capacité de frotter avec les meilleurs, de pouvoir se battre avec les meilleurs. Il a évité les chutes.
de manière factuelle Sagan qui chute et Ewan qui chute, bah, ça fait moins de gens pour les sprints, au moins pour les jours qui viennent. Si toutes, C'est s'il y la a des, meilleure perf de Boigny sur le tour. ouais, exactement. S'il y a des belles circonstances de course, pourquoi pas avoir un Boigny en claquer une. Ce serait mon rêve pour le coup, ce serait vraiment mon rêve de voir Nasser en claquer une. En plus là, un peu frustrant parce qu'il est coupé par la chute d'Ewan et Sagan. J'aurais été curieux de voir ce qu'il aurait pu aller chercher à la régulière. Mais voilà, c'est assez encourageant mine de rien. Et ce matin, vous savez, désormais, on est aussi donc on est en quotidienne à partir de 19h pour débriefer les étapes. Mais le matin, on passe aussi chez nos potes de Winamax pour faire un peu les bonnes cotes, essayer de regarder un peu le parcours, etc. Et ce matin, c'est simple, on va parler de Bouhanni. J'ai dit non, mais attendez, Bouhanni, sa meilleure place sur le Tour de Belgique, c'est 5e. Son début de saison, il est compliqué. Ah, ça va rien faire, quoi. Il va rien se passer. Et finalement, Robin, c'est vrai que mentalement, ça peut lui faire énormément de bien, ça. Ouais, bah, il avait eu en plus il a eu des moments plus ou moins faciles chez Arkea, mais c'est vrai qu'il est quand même mieux que ses dernières saisons chez Cofidis. Alors oui, c'est pas encore le grand Nasser Bouhanni, mais tu es là, tu claques un podium, un premier podium sur le Tour. Pour Arkea aussi, ça veut dire beaucoup parce que leur meilleure perf sur le Tour, c'était une 3e place avec Dan Maclay. Donc voilà, pour les deux, pour Bouhanni comme pour Arkea, c'est un podium où tu te dis peut-être qu'il y avait un tout petit peu plus à aller chercher, mais c'est aussi un podium historique, entre guillemets. Donc peut-être que ça va les mettre en confiance pour la suite. Bouhanni, il aura jamais un train, même si chez Arkea, il y a des coureurs pour l'aider, il aura jamais le train qu'il peut y avoir chez Deceuninck Quick-Step, même chez Alpecin. Donc voilà, il faut qu'il fasse avec ce qu'il a, entre guillemets. Mais quand tu vois que là, il claque une 3e place, ça veut dire qu'il est encore très bien capable de frotter, d'éviter les chutes, de Tout à prendre fait. la bonne roue. Et ça, il l'a fait jusqu'à la ligne comme il fallait. Alors peut-être que si Ewan et Sagan sprint, il fait 5e et qu'on n'en parle pas. Mais en tout cas, Ewan n'est plus là, comme a dit Polo. Les autres vont peut-être avoir quelques soucis, quelques restes des chutes, que ce soit Desmar, Sagan. Donc à voir, mais il y a peut-être un truc à faire pour Nasser Bouhanni. Peut-être une étape à claquer sur les 2 semaines qui arrivent. Ouais, pourquoi pas. Et pourquoi pas, en tout cas, quand on sait que dans les sprints, il faut gagner sa place, se faire un peu respecter. Et moins tu fais de résultats, plus les gens n'hésitent pas à te mettre des coups d'épaule. Aussi. Alors Bouhanni, il a quand même un statut, Euh, mais c'est vrai qu'il y a un mec comme il peut se Philipsen, je perdre, suis pas sûr malheureusement, qu'il le se dise statut. je laisse passer Nasser Bouhanni. C'est ça. Ouais, voilà, exactement. Donc, Joseph, avant d'enchaîner, vu qu'on est beaucoup, je tenais à dire à nos rouleurs, euh, Pardon. messieurs, ouais, tu m'as perturbé, Robin, avec ta vidéo. J'ai voulu ouvrir Twitter, il y a une pub qui s'est lancée. Et Pourquoi investir dans les voilà, actions? justement, je voulais parler de Twitter, les gars. Le compte Roue Libre est à 2 doigts de passer les 8000 abonnés, s'il me semble. Donc vous allez me faire kiffer, les mecs. Je vous mets le lien dans le chat et vous allez me faire passer le compte Roue Libre à plus de 8000, pardon, pas 800, 8000, à plus de 8000 followers. Donc vous n'avez aucune excuse. Vous ça allez monte. suivre notre compte. De toute façon, on met toutes les dernières infos du tour, toutes les infos sur nos vidéos. Etc. Donc, n'hésitez pas à y aller. On fera des petits raids comme ça. Aujourd'hui, c'est Twitter. Demain, ce sera sûrement Insta. Après-demain, Discord. Voilà, je compte sur vous, les gars. C'est important pour nous aussi que vous veniez nous soutenir sur nos réseaux sociaux. Du coup, on passe au débat et on va se poser la question de savoir si les favoris, du coup, ont changé. Pourquoi? Voici un peu ce qui s'est passé, le temps perdu par certains favoris. Donc, Alaphilippe et Carapaz finissent dans le groupe 1. Dans le premier groupe, dans le premier groupe, c'est eux les 2 favoris qui ne perdent pas de temps. Enric Mas, Nibali, Fulsang, Kelderman, Latour sont à 14 secondes. Et ensuite, on a un 3e groupe avec Gaudu, Pogacar, Higuita, Mollema, Chavez et Geraint Thomas qui sont à 26 secondes. Donc Geraint Thomas qui a réussi à revenir et finalement à perdre moins de temps que Primoz Roglic qui termine à 1,21 et donc de Miguel Angel Lopez qui pour le coup, Lopez, lui, il cumule. ouais, il cumule. On se disait pourquoi quand même pas aller chercher un podium, on ne sait jamais, etc. Mais là, ça devient vraiment compliqué, sachant qu'il va prendre au moins 1 minute 30 sur le prochain contre-la-montre. Donc ça risque d'être compliqué. Donc la question pour vous est simple, les gars. Est-ce que les cartes sont rebattues et à quel point? Polo. Moi, je pense pas. Non, vas-y, Robin, parce que Allez, je Robin. sens que tu as un avis fort dessus. Moi, je pense que les cartes sont pas du tout rebattues. Évidemment qu'il y a des mecs qui ont perdu du temps et qui vont devoir le récupérer. Mais Roglic, il a l'avantage des chronos. Donc,
notamment un Henrik Mas, il va le manger, un Carapaz aussi. On se rappelle, pendant la preview, on avait fait une petite estimation de combien Carapaz allait prendre sur 30 km. J'avais estimé ça à 1 minute 30. Bon, bah, ça veut dire qu'aujourd'hui, Carapaz, il a à peu près repris ce qu'il va perdre mercredi sur le contre-la-montre à Laval. On va voir si ça se vérifie. Mais si Roglic va bien, parce que c'est ça aussi la grande question, et pour Thomas, c'est la même chose, c'est quel est leur état physique. Mais si on est juste sur la perte de temps du jour, je pense qu'il n'y aura pas de grandes conséquences pour eux. Thomas, parce qu'il n'a rien perdu sur le Pogacar et qu'après le chrono, il sera devant Carapaz lui aussi si tout va bien, si physiquement il est OK. Et je pense que Roglic aussi sera devant Carapaz en vérité après le chrono. Et chez Jumbo-Visma, on ne va pas changer de leader. On a vu que Kruijswijk et Vingegaard, ils ont été arrêtés pour aider Primoz Roglic. Donc ça veut dire qu'on n'a pas de plan B. Ça veut dire que c'est tout pour Primoz Roglic. Et donc à partir de là, on va jouer pour lui. Et voilà, il va falloir, qu'il reprenne quasiment 1 minute à Tadej Pogacar. Mais ça va être, peut-être, ça va le forcer à courir un peu différemment. Mais changer la hiérarchie, non. Après, c'est sûr, Carapaz fait une bonne affaire et Alaphilippe aussi, si on le considère comme un outsider. C'est ça, le grand enseignement d'aujourd'hui, c'est que Carapaz n'a pas chuté et Carapaz a repris du temps et que Carapaz se donne un petit pécule de sécurité pour le chrono. Ça, c'est intéressant. Le deuxième enseignement, c'est certes, Primoz Roglic perd qu'une 20 et on s'en souvient, Pogacar avait aussi perdu à peu près 1 minute 20 sur la bordure l'an passé. Mais la question, c'est savoir si Primoz Roglic va bien dormir cette nuit ou pas, s'il n'a pas des séquelles, d'ailleurs, des séquelles de sa blessure. On sait qu'une chute sur le Tour de France, c'est jamais anodin. Dans quel état va se présenter Primoz Roglic sur le portillon de départ mercredi? Ça, c'est une autre question. Et puis le troisième enseignement, c'est pour la lutte au maillot jaune et Alaphilippe qui, pour moi, a une chance de le récupérer, que ce soit grâce au chrono. Il sera sûrement à la lutte avec un Wout van Aert pour le jaune, sachant qu'il a un peu d'avance sur Wout. Ce sera intéressant de 20 voir. secondes. Il a 20 secondes désormais. Et but de... Oh non, incroyable. La Croatie, incroyable. Énorme action de la Croatie, pardon, excusez-moi. Et surtout, vendredi, Alaphilippe peut mettre des choses en place sur l'étape qui arrive au Creusot, si je ne dis pas de conneries, peut mettre des choses en place pour récupérer le jaune. Et là, la question, c'est toujours la question que je me pose maintenant depuis 1 mois, c'est que j'attends de voir où est Julien Alaphilippe à la sortie de cette première semaine. Après, on pourra se demander. Mais je pense qu'il sera en jaune, voire deuxième du classement général vendredi soir. Moi, je pense qu'il sera en jaune avec les pépins de Pogacar, de Roglic, de Thomas, qui étaient les gros rouleurs. Je pense qu'il sera en jaune après le chrono. C'est ça. Wout van Aert est bien placé au chrono, mais Wout van Aert quid de sa forme, qu'on n'a pas vu sur les 2 premières étapes bretonnes, qui se remet d'une appendicite, enfin, qui a eu une préparation tronquée à cause de son appendicite. On va voir. Moi, je pense que ça peut être intéressant pour Julien Alaphilippe, notamment tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Ça doit lui donner d'autres idées que celles qu'il devait avoir hier soir. Je mise quand même sur un Van Aert qui a totalement taffé pour Roglic et qui va tout donner sur le contre-la-montre. Mais après, ça fait Alaphilippe est à 8 secondes désormais pour le maillot jaune de Van Der Poel et Van Aert est 4e du classement général dans le même temps que Richard Carapaz à 31 secondes. Donc on a 23 secondes d'écart entre les deux hommes. On sait que le contre-la-montre fait un peu moins de 30 km et qu'il a lieu après-demain. Et donc 27 km, il demandait Goben dans le chat combien de kilomètres. Et donc contre la montre tout plein, donc Wout van Aert va pouvoir développer toute sa puissance, je pense, mais effectivement, ce sera intéressant de voir où il se situe. Et question à propos de Primoz Roglic, les gars, certes, lui, il perd du temps, mais il perd aussi Robert Racing, un capitaine de route. Tony Martin chute à nouveau. Et surtout aussi, Steven Kruijswijk a chuté et va passer des examens. Et Vingegaard aussi a chuté. Et ça, c'est peut-être aussi ce qui peut véritablement peser dans la balance. C'est l'état des troupes de la Jumbo pour contrôler la course en vue d'un sacre de Roglic. Non, mais clairement, je trouve que, je te dis, l'un des 2 enseignements du jour, c'est vraiment l'état de forme de Roglic, au-delà du temps qu'il perd. Ce sera de voir comment il se remet. Et de son équipe, oui, voilà, de Roglic et de son équipe, c'est ce que je voulais dire. Et son équipe, ça fait aussi un peu partie de ça, parce que ça fait quand même beaucoup d'éléments négatifs autour du Slovène. Comment il va gérer ça? Ce sera aussi la grande question des prochains jours.
Par contre, pour Pogacar, on est d'accord, il y a du temps de perdu, mais c'est pas très grave, Non, quoi. absolument rien de grave. Il chute pas surtout. Il Et a surtout, peut-être. tu perds que sur Alaphilippe et Carapaz, quoi. C'est ça. Et sur Carapaz, il sait qu'il peut reprendre au chrono. Il ne faudra pas que Carapaz soit dans une forme extraordinaire en montagne, par contre, parce C'est ça. que s'il est dans une forme extraordinaire en montagne, c'est-à-dire qu'il est en très grande forme et qu'il va aussi un peu limiter ce qu'il va perdre en contre-la-montre. Donc, pareil, même pour Carapaz, là, il est parfait depuis le début de ce tour. On aurait pu l'espérer, le voir peut-être un peu mieux sur le Mur de Bretagne hier ou même sur l'arrivée à Landerneau où il perd quelques secondes. Mais lui, il fait un début de tour parfait, contrairement à son équipe et au reste de son équipe et contrairement aux autres favoris. Donc, ça aussi, c'est intéressant. Qui est favori pour le contre-la-montre? Je t'invite à poser la question, Gigler, dans la chatroom tout à l'heure. C'est une très bonne question, ça. C'est une très bonne question. C'est pas totalement plat, le premier contre-la-montre. Oui, oui, c'est jamais totalement plat, mais disons que c'est pas le contre-la-montre de Pau, quoi. C'est ça. Ça avantage plus un Van Aert qu'un Alaphilippe dans l'idée, mais effectivement, c'est pas totalement plat. Bissé, tu poses déjà des questions pour la chatroom, mais on garde ça pour la chatroom. On avance du coup, les gars. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur les favoris ou on est complet? Non, on est ça bon. va. On est bon. On est bon. Ok, très bien. Du coup, hop, on descend et on passe à la preview de la prochaine étape. Cette prochaine étape, demain, du coup, aura lieu entre Redon et Fougères. Hop, je vous mets le profil, le voilà. Alors que mon PC reste en... Attendez, hop, mon PC vient de sauter. Donc... On a tout perdu. Non, on n'a pas tout perdu, mais c'est juste pour l'avoir bien en plein écran. Ouais, Parce que gros, t'emmerdes pas. C'est une arrivée au sprint. Il y a un Ouais. léger faux plat dans le dernier kilomètre. On va espérer déjà qu'il fasse beau parce que c'est aussi un peu le problème ces derniers jours. Et on va espérer qu'il y ait moins de casse et que les coureurs soient un peu plus responsables, on va dire, et que le parcours, pour le coup, je ne sais pas du tout à quoi ressemble le final. Je ne sais pas comment sont les routes. Mais je te l'ai préparé justement. La vue aérienne du parcours. Mais c'est pour ça que je voulais absolument le mettre. Mais, ben voilà, mais très voilà, bien. on verra pas très bien. Mais voilà, il saute, putain. Comment C'est il saute, insupportable. Joseph? Je sais pas, Paul. Je sais pas. Pourquoi quand c'est moi, ça saute pas? Je sais pas, Polo. Mais ça marchait très bien tout à l'heure. Mais Bah oui. oui. Et c'est comme quoi, je n'y peux rien dans la vie. Il y a des choses qui ne marchent pas de temps en temps. Bon, en tout Et cas, ce qu'il faut dire, c'est que Arnaud Démare sera favori avec l'abandon de Caleb Ewan. J'espère que physiquement tout va bien, mais il a fait un signe quand il s'est relevé. Il a fait un signe à la caméra, il a dit comme ça. Donc j'espère que ça voulait dire pas de bobo. Et du coup, je pense que demain, la Groupama FDJ va tenter de mettre en place son train et c'est l'heure pour Arnaud Démare d'aller en claquer une, même si bien sûr il y aura Cavendish. Bien sûr, il y aura aussi Sagan s'il est bien remis. Il y aura Boigny. Je vois que dans le chat, certains y croient. Donc il y aura du monde, mais à mon avis, Arnaud Démare grand favori. donc Ouais, voilà, bah, vous l'avez là, ça y est, l'arrivée avec un. En fait, il y a un rond-point qui est à 400 mètres de l'arrivée. Avant un rond-point à 400 mètres de l'arrivée, sachant que juste en dessous, il y a déjà un grand rond-point qui aura un peu ralenti le peloton. Par contre, et vous voyez déjà en bas de l'image, c'est la sortie du rond-point. Donc on rentre dans un rond-point, on tourne à gauche et on finit sur une c'est ligne ça. de 400 mètres. Et c'était là où avait gagné Mark Cavendish en 2015. Et ben, Mark Cavendish, c'était mon prono pour aujourd'hui. Il a été gêné par les chutes. Il n'est pas tombé. Il a été gêné par les chutes. Du coup, il a pas pu participer au sprint. Mais demain, ouais, sur un sprint où tout se passe bien, si Démare est bien emmené, normalement, là, le ciel s'éclaircit quand même pour lui, surtout s'il a rien. Donc, c'est tout droit. Ça monte un peu sur les derniers mètres. Ça monte légèrement, évidemment, hein. Mais on nous dit qu'il y a 3-3 dans le match, non? Ah si, Oh putain. putain, j'avais mis match nul. Ah, c'est extraordinaire Moi ce qui ai mis match. le match nul. Il y a toujours des matchs super quand je suis avec vous sur Roulib. Hier, on a raté les Pays-Bas. Aujourd'hui, on rate ça. Donc, chez moi, il y a encore 3-2. Je n'ai pas encore été spoilé. On est dans les arrêts de jeu. En plus, c'est assez fou. Donc, voilà, pour revenir aujourd'hui. Les gars, dans le chat, je ne sais pas si vous avez des infos sur le vent, sur la météo ou ce genre de choses. Mais en tout cas, ça sent quand même le sprint pur et dur. Ouais, clairement, ça sent. Incroyable.
Donc C'est là, qui tu vois le marque? but, là? J'ai pas vu. Je suis un peu loin de la télé. En plus, elle est un peu en biais. Les gars dans le chat vont le dire. Ouais, dites-le nous. Et il y en a, Euh, et c'est vrai, Bilal a raison. Il y a des gens qui disent qu'ils ratent le match pour regarder la quotidienne, et ça, c'est fort en période d'Euro. Merci, les gars. C'est vrai. C'est très sympa. Du coup, on en a terminé avec cette preview demain. Et après, effectivement, il faudra voir s'il y a du vent, des trucs comme ça pour des bordures. On sait jamais ce qui peut se passer. Les Boras ne sont jamais loin pour foutre le bordel. On avance donc avec la rétro. Il n'y en a pas eu hier. On a été Ah oui, triste. il n'était pas là, Robin. On a Je été suis triste. revenu. Il est revenu. Il est Revenu, revenu fort. effectivement. Revenu C'est très fort. revenu et comme on peut le voir dans la rivière de gauche, c'est Mario Cipollini dont tu parles aujourd'hui, Robin. Et du coup, Mario Cipollini et le Tour de France. Et Ouais, donc, alors, je te vas-y, propose, vas-y. je t'ai fait un premier tableau, Roby, avec notamment ce qu'il a fait sur le Tour de France déjà. Ouais, bah, bon, je pense que de nom, tout le monde connaît Mario Cipollini, mais ce qui est intéressant, c'est son histoire avec le Tour et puis le personnage aussi. Donc voilà, bah, grâce à Joseph, vous voyez quelques stats qui résument un peu tout ça. 8 participations, 13 victoires, sachant que c'est des participations. Alors j'ai un petit doute si c'est 12 à 13, je crois que c'est avec un chrono par équipe, donc 12 victoires au sprint, un chrono par équipe, si je dis pas de bêtises. C'est exact, ouais, c'est ça. Sachant que Mario Cipollini restait pas très longtemps généralement sur le Tour de France, Ah bon? donc avoir gratté autant d'étapes, c'est une bonne perf. 6 jours en jaune, et voilà, surtout comme vous voyez à la fin de ce petit visuel, 0 tour terminé, ce qui veut dire beaucoup. Alors, pourquoi on parle de Mario Cipollini aujourd'hui? C'est pas complètement par hasard, parce que j'ai fait mes petites recherches et tout, j'ai essayé de trouver des liens à chaque fois Ah, pour qu'il y ait un sens à ces rétros. C'est parce que l'étape de demain, alors on est encore en Bretagne, et Mario Cipollini a déjà gagné en Bretagne, mais plus que ça, c'est en fait une terre de sprinters, j'ai envie de dire, cette étape entre Redon et Fougères, puisque que ce soit à Redon ou à Fougères, c'est généralement des sprinters qui s'imposent. Et on passera aussi par la ville de Vitré dans le déroulé de l'étape, où des sprinters ont toujours gagné. Que ce soit Rudy Matich, Cipollini, Marcel Wust ou Robbie McEwen. Et donc j'ai décidé de m'attarder sur Mario Cipollini, qui a une histoire avec le Tour qui démarre en 92 avec un échec puisqu'il abandonne dans l'anonymat, et qui finalement a un second départ en 93 où il est déjà un sprinter reconnu avec 10 victoires sur le Giro. Et il décide de ne pas passer ses vacances sur la plage comme il aimait bien faire au mois de juillet et de venir sur le Tour de France. Il remporte le premier sprint cette année-là. Et c'est déjà le Mario Cipollini très arrogant dont on va parler pendant une dizaine d'années. Il dit après sa victoire, dans un sprint comme ça, je ne peux être battu que si je suis à 80% de mes moyens et les autres à 110%. Donc il dit à ce moment-là, il dit je veux aller jusqu'aux Champs-Élysées. La vérité, c'est qu'il sera hors délai sur la 11e étape, donc à mi-tour de France. Et comme on l'a vu tout à l'heure, donc en 8 participations, Cipollini, il verra jamais l'Arc de Triomphe. Ça va pas l'empêcher de claquer pas mal d'étapes. Et il y en a 2 en 95, 1 en 96, 2 en 97, 2 en 98 et surtout 4 victoires de suite sur le Tour 99 en première semaine. Et il y a un tournant dans toute cette série-là de victoires, c'est 1996, c'est l'année où Mario Cipollini arrive à la Saeco, l'équipe italienne. ouais, c'est le train totalement culte quoi, de la Seiko. C'est la première fois qu'on va voir un sprinter accompagné d'autant d'équipiers, quoi. C'est ça, c'est du jamais vu. Jamais un sprinter n'a bénéficié d'un tel traitement. Ils partent à 9 sur le Tour de France. Les 8 autres coureurs, ils sont là pour Mario Cipollini. Donc cette année-là, Cipollini il gagne seulement une étape. Il faut dire qu'il abandonne au bout de 4 jours, donc c'était pas facile de faire beaucoup mieux. Mais il pose les bases de son train, en fait. On est en Avec train la de voir un CDC, truc que personne n'a jamais vu. Et pour donner les noms, ça parlera peut-être à certains un peu anciens, disons à quelques quarantenaires. Il y a Mario Chirea, il y a Giuseppe Calcaterra, Gian Matteo Fanini, Eros Poli, le fameux Eros Poli très grand et très lourd qui avait gagné au sommet du Mont Ventoux. Voilà, c'est ça le train de Cipollini. Et Cipollini, c'est une rockstar à ce moment-là, en plus d'être un énorme sprinter. Il a 1000 surnoms, on l'appelle Super Mario. Ouais, on l'appelle Il Bello, Il Magnifico. Mon accent italien laisse à désirer, mais vous avez compris. Et on l'appelle aussi le Roi Lion. Pour donner quelques anecdotes sur le Giro 97, il remporte la dernière étape à Milan. Il s'arrête pas après le sprint, il va jusqu'au bus, il se douche, il se met du parfum, machin, il se met tout bien, et il ressort du bus en costard pour aller chercher son bouquet, en costard blanc. Voilà. Et en 97, donc la même année, sur le Tour de France, il remporte la première étape, il est en jaune, et le lendemain matin,
on le voit arriver maillot jaune, mais aussi cuissard jaune, chaussettes, vélo jaune, tout assorti au maillot. Et c'est le premier à faire ça. C'est jamais arrivé avant dans l'histoire. Donc voilà, on voit la photo là que vous a mis Joseph. Et l'UCI apprécie pas trop. Il prend une amende, enfin son équipe Saeco prend une amende, alors que 25 ans plus tard, on voit que c'est très commun de voir des coureurs faire ça. Ah, et après, mais par contre, il n'était pas super apprécié, Robin. Disons, Bah, parce que apprécié pas tout le monde. public, mais déjà par les organisateurs, mais pas que. Bah ouais, déjà au niveau des organisateurs, ça gueulait un peu parce que Cipollini, il avait souvent des petites frasques qui plaisaient pas. Il était un peu trop excentrique pour continuer sur ses tenues et ses combinaisons. On se rappelle qu'il en avait une la plus marquante que vous voyez en photo là, où il est en muscle en fait. Donc voilà, soi-disant, il n'y a pas de maillot ni de cuissard, c'est son corps. Il en avait eu une autre. Lady Gaga qui l'a été plus tard. Hein. Mais il a fait plus tard la photo, tu vois, de cette combinaison-là. Il l'a rejoué quelques années plus tard et il est ultra stock, Cipollini. Et donc, il fait la photo, mais il est vraiment à poil cette fois. Et honnêtement, il ressemble au mec avec la combinaison. Quoi. Monstrueux. Et donc, il en avait une autre de combinaison. Il en avait une zébrée, il en avait une tigrée. Donc, généralement, il prenait des amendes à cause de ça, parce que c'était pas autorisé. En finissant jamais le tour, il avait pas non plus les faveurs du public, puisque on aime bien voir les sprinteurs quand même qui vont jusqu'aux Champs-Élysées, qui se donnent un peu pour passer la montagne, jusqu'au point où en 2003, quand même, son équipe n'est pas invitée sur le tour, alors qu'il fait une belle saison. Il court pas dans une équipe de première division, il est chez Aqua et Sapone, et l'organisation du tour décide de ne pas l'inviter pour se passer des frasques de Cipollini, disons. Donc cette philosophie du vélo, il le regrettait un peu et il disait, vous voyez la déclat, footballeur, j'aurais moins souffert, obtenu une plus grande reconnaissance et un meilleur salaire, parce que voilà, c'était un profil finalement qui correspondait peut-être plus à Roberto Baggio ou à Antonio Cassano dans le foot qu'un coureur cycliste qui doit avoir une vie de moine et peser ce qu'il mange et être très sérieux à l'entraînement, quoi. Et surtout, au fond, Cipollini, il n'aimait pas le Tour de France, où il venait parce que c'était prestigieux, parce qu'il y avait des paillettes, parce que son sponsor voulait lui envoyer aussi, mais où il essayait d'y repartir le plus vite possible, et c'est peut-être pour ça qu'il n'en a fini aucun. Il disait, et on va finir là-dessus, j'aime pas l'ambiance du Tour, on se croirait à l'université, alors comprendra qui pourra la comparaison, hein, moi j'ai eu du mal. Je préfère le Giro, au Tour je dois arriver à 100% pour vaincre immédiatement, et après une dizaine de jours, je suis fatigué psychologiquement. Voilà l'explication, et voilà pourquoi Chipo n'allait jamais au bout du Tour. Il a bien. Moi aussi, j'ai essayé d'être footballeur, mais pas réussi. Ouais, t'étais pas loin, Joseph. T'étais pas loin. Ligament croisé, tu connais? Ouais, j'étais là. Ouais. C'est un peu le problème. Eh ben, ça régale, Cipollini. Bon, il n'a pas filé les meilleures habitudes à certains avec les abandons un peu trop précoces du Tour de France. Mais la différence avec tous ces mecs-là, de mon point de vue, c'est que ce mec-là offrait de l'émotion. Et en fait, tant que tu offres de l'émotion au public, eh ben, tu peux te permettre certaines choses. Mais après, si tu arrives et que tu prends une étape, 3 étapes et que tu te barres, en fait, on peut pas t'aimer, quoi. Donc, ouais, c'est pour ça qu'il était clivant. Il était clivant, Cipollini. Il y en a qui l'adoraient pour sa personnalité, justement. Il y en a qui le détestaient parce qu'il était arrogant et qu'il finissait pas le tour. Ah, exactement. Merci Robin pour c'était très cool. cette chronique. De rien, les gars. Est-ce que tu sais sur quoi ça va être demain? Non, pas encore. Je voulais faire quelque chose sur Roger Rivière, mais je crois que je vais le garder pour l'étape de Pau, où Roger Rivière avait gagné sa dernière étape, sur le Tour. Donc pour demain, il faut encore que je me penche dessus. Très bien, petite surprise. On peut donc passer à la chatroom, les copains. Chatroom, posez du coup vos questions et je vais prendre la question qu'on a vue tout à l'heure. Qui est favori pour le contre-la-montre, les gars? Demain, on va en reparler un peu plus sérieusement, mais comme ça, là, si vous aviez une idée, vous donneriez quel nom? Moi, je dirais Bissegger. Bissegger, c'est le nom qui ressort beaucoup. Il a beaucoup parlé dans la presse avant le Tour de France en disant que c'était son objectif. Sinon, Kung ou Wout van Aert, j'ai du mal à voir les favoris aller chercher la victoire quand même, surtout avec ce qui leur est arrivé ces derniers jours. J'irais sur ces 3 noms, si je devais en sortir 3. Robin? Ouais, Polo, il se mouille pas trop. Moi, je vais dire Wout van Aert parce qu'il n'a pas beaucoup donné sur ce début de tour et parce que sur Tirreno, je l'avais trouvé très impressionnant. Il avait battu notamment Stefan Kung. Donc voilà, si je dois donner un prono pour demain, Van Aert. Ok, si je dois choisir un mec, je dirais Bissegger du coup. Mais c'est pas demain, rassurez-moi les gars. Non, pardon, c'est pas demain, c'est mercredi. Parce que Joseph l'a dit aussi, vous m'avez mis le doute. Ouais, c'est mercredi. Ah, j'ai dit demain.
Ouais, t'as Oui, dit t'as dit demain. demain. Et Ah, Robin désolé. aussi. Cinéma. Non, on a fait la preview pour l'étape de demain, c'est pas un contre-la-montre. Donc, il y a quelques noms qui sortent. D'ailleurs, Kung, notamment, vous y croyez beaucoup hein, dans le chat, notamment. Deuxième question, Godu pour le podium. Est-ce que ça prend un peu plus forme, les gars, ou non? Bon, pas plus qu'hier et pas plus qu'au départ du tour. Pour l'instant, David Gaudu est passé aussi plus ou moins entre les gouttes. Mais David Gaudu, bah, il y a ce contre-la-montre qui arrive. Alors certes, on l'a vu faire des progrès énormes, notamment sur le chrono du dernier Dauphiné. Et non, j'exagère peut-être un peu, mais il fait des progrès. Il vise le général, donc il va faire le chrono à fond. Et on aura quand même beaucoup plus d'infos à la fin du chrono. Là, moi, je pense pas. Moi, je pense pas. Mais pourquoi pas une surprise, hein. Troisième, ça me paraît quand même. Enfin, podium, ça me Troisième, paraît c'est quand même haut. un Hein. peu haut. Ouais. Ça me quand même paraît. Vu la physionomie de la fin de ce Tour de France, ça me paraît dur. Une autre question. Vous voyez la tour faire un top 10 sur le chrono. Alors, je vais même Oh, aller t'as plus dit, loin que la question. Top 10 sur le chrono. Et ça, c'est la question. Et où vous le voyez terminer désormais? Parce que lui, par contre, c'est un bon rouleur. Donc, s'il garde cette forme-là, Ouais, il mais peut ça être dépend s'il va jouer intéressant. au général, c'est pas sûr. Moi, je suis pas sûr qu'il joue au général à la Peut-être. fin. C'est ça. Et Ok. puis, c'est plus même si c'est un bon rouleur, c'est plus le rouleur qu'il a été. Ou alors, c'est que des mecs ont progressé depuis et pas lui. C'est un bon rouleur, mais c'est un rouleur qui finit derrière Alexis Brunel au contre-la-montre des championnats de France. Voilà, il fait un bon chrono au championnat de France, c'est pas sans- pour faire un top 10 sur le chrono du tour, non. c'est ça, tu fais quatrième du chrono ou cinquième du championnat de France, le top 10 d'un chrono sur le tour. C'est envisageable, hein, il a l'air d'être très en forme. Mais est-ce qu'il est aussi fort en chrono qu'avant? Je suis pas sûr. Je l'attends plus sur des petites étapes, exactement comme on l'a vu ces 2 derniers jours, hein, finalement. Vous avez vu le coup de gueule de Madio? Ouais, ouais, Mister Me. Je t'invite du coup à regarder la rediff. On en a parlé du coup de gueule de Madio et on a bien débattu pendant Ouais. une bonne vingtaine de minutes autour de toutes ces chutes, de l'oreillette, du parcours, à qui est responsabilité et tout. On en a bien parlé. Alaphilippe peut-il faire quelque chose au contre-la-montre? Vous êtes chaud sur le contre-la-montre. Je sens que on en parlera quand même bien demain du contre-la-montre parce qu'on fera une bonne preview. Mais on sent que c'est un exercice là qui vous excite pas mal. Chavez, vous y croyez pour un éventuel top 5? Quid du chrono où il va pas Ouais, battre Non. Kevin si tu crois Gaudu? pas en Godu, tu crois pas en Chavez. Ouais, et puis Chavez, il peut clairement te gagner une étape de montagne sur ce tour, mais il peut clairement te prendre 30 minutes le lendemain sur un même profil, hein. Chavez, pour le coup, lui aussi, il passe entre les gouttes, mais il faut tenir 3 semaines. 3 semaines, c'est long. Ça l'est trop depuis quelques années pour Chavez. On rappelle qu'il est à 52 secondes là de Mathieu Van Der Poel. Combien de chutes demain, d'après vous? Allez, 14. zéro. Moi, j'annonce zéro. Zéro Zéro. chute. Non, on espère zéro. De toute façon, J'espère même zéro. si aujourd'hui on savait que ça pouvait chuter, on ne l'a jamais espéré. Hein. Bah oui, évidemment. Et Arthur qui demande demain, Alpecin va jouer la carte Merlier ou Philipsen? Vraie question, ça. Hein. Vraie Je pense question. Merlier. Hein. Arrière, ou peut-être que ça va tourner, hein, c'est Moi, quand je même pense deux que ça va coureurs. tourner. Je pense que Quand il claque l'étape et tu crois qu'ils vont lui dire bon, demain tu fais le poisson pilote. Bah, tu claques l'étape, vous êtes deux sprinters dans ton équipe, intrinsèquement du même niveau de mon point de vue. Faudra voir, hein. Il a déjà gagné une étape et Philipsen a beaucoup bossé pour lui. Est-ce que ce serait pas lui rendre l'appareil que de bosser pour Philipsen, pour Merlier, voilà, ce sera intéressant de voir aussi. Il a choisi les bonnes trajectoires pour pas tomber, hein, Philipsen. Donc Et il était effectivement, très peut fort, pas, parce que je mais- crois qu'il fait un sprint de 400 mètres ou un truc comme ça. Oui, j'ai Donc, l'impression qu'il s'arrête. même si c'est en descente, Après, ça tombe derrière lui, hein, sinon il ouais. fait pas deux, je pense. Oui, Ouais, évidemment, évidemment. mais j'ai presque l'impression qu'il coupe un peu à la fin en plus en se disant mais attends, qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, c'est fini pour la chatroom, les copains. On avance avec le quiz du Joseph, coup je pour ne vais pas terminer. te presser, mais je suis très pressé. J'ai émission dans 15 minutes. Ah J'ai bah beaucoup de alors, choses à faire avant. Donc, eh ben alors, je vais pas être méchant ni avec les rouleurs ni avec vous. ça va être Mais très rapide alors. faut vraiment que j'y aille là. Genre vraiment presque Eh ben, maintenant. Donc, Polo, sinon vas-y, c'est pas grave. non, mais j'ai besoin Tu y vas. du fichier à récupérer après. Donc, je peux pas partir tant que l'émission n'est pas terminée non plus. Tu Ah vois, d'accord, ok. Eh ben tu juste un comprends un qui peu suit le très truc. très Allez, un petit rapide. quiz rapide. Allez, un qui suis rapide. J'ai fait des études d'éducation physique. J'ai été champion de Belgique Espoir. J'ai été champion de Belgique du contre-la-montre Elite sans contrat. J'ai battu Cadel Evans sur la Great Ocean Road Race 2020. J'étais chez Giant Shimano Yam. C'est le petit là. Ah, C'est bref. pas un petit. C'est pas un Non, petit. mais pas le C'est petit. Bernard. Non.
Je suis chez la Deceuninck Quick-Step et j'ai parfaitement lancé Alaphilippe à Landerneau. De Je suis Venance Driss de Venance, Polo. Bien joué. Félicitations. Il avait trouvé dans le chat. Ça a Alors, été trouvé dans le chat par Ouais. El Tigré. Ça a été vite, Donc, voilà. ça a été vite dans le Ouais, chat. rapide, Vite les que gars. Ça a été très très vite. Bon bah du coup Polo, bonne émission. C'est j'imagine que vous allez regarder le match sur le stream. Ouais, on fait une viewing party sur le stream dans 15 minutes, 15-20 minutes. Donc, à peine le temps non, j'allais dire de manger, mais j'aurais même pas le temps de manger parce qu'il faut que je mette en ligne cette petite vidéo qu'on vient de voir sur YouTube pour ceux qui sont arrivés en retard et pour ceux qui veulent la voir en replay. Et voilà, venez à partir de 20h30 sur le stream. On va regarder le match ensemble avec toute la First Team. Et ben voilà, avec grand plaisir. Bisous les rouleurs et on se retrouve Ciao. demain pour un nouveau débrief qui sans aucun doute sera aussi animé. Ciao ciao. Salut. Et allez la France, hein. Salut Allez, les la gars. France, exactement. 4-0, je l'annonce.